Que diriez-vous de découvrir avec moi cette plateforme d'apprentissage de microprocesseurs Z80 des années 80? On va l'analyser et on va la faire fonctionner. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Vous vous rappelez du lot de cartes mères et périphériques Commodore 64 que j'ai réparé dans une série de vidéos? C'est Michel, un bidouilleur québécois, qui m'avait fourni le lot de Commodore 64 en question. Eh bien, Michel y avait aussi inclus cette plateforme d'apprentissage de microprocesseurs Zilog Z80. Je l'avais mise sur la glace pour des vidéos futures. Eh bien, le futur est arrivé. Je vous propose, dans une série de vidéos à venir, de remettre en marche cette plateforme. Aujourd'hui, on va découvrir le processeur, et on va analyser la plateforme pour y retrouver les éléments importants que constitue un ordinateur Z80. On va aussi tenter de lui redonner vie. J'ai reçu le manuel de l'usager avec la plateforme, mais je ne l'ai pas consulté. Je veux en fait faire la rétro-ingénierie de la plateforme juste par observation et par analyse, avec peut-être un peu de recherche sur Internet. Ce sera donc beaucoup plus bénéfique pour l'apprentissage. J'ai dans le passé travaillé sur des processeurs variés comme le 6502, un processeur d'anthologie, qui équipe entre autres les anciens ordi, le VIC-20, Commodore VIC-20. Mais je n'ai jamais touché au Z80 de Zilog, qui est tout aussi anthologique. Alors ce sera une découverte pour moi aussi. Et ne croyez pas que, puisque c'est un processeur ancien, qu'il n'y a rien à en tirer comme apprentissage. Au contraire, si vous ne savez pas ce qu'est un bus d'adresse ou un bus de données, ou un EEPROM, ou une interruption matérielle, bien, cette série de vidéos vous intéressera sans doute. Alors, allons-y sans plus tarder avec la découverte de cette plateforme. Alors, voici donc de plus près la plateforme ProTech Microsystems Incorporé, modèle Pro 83. C'est le nom de la plaquette, Pro 83. Et oui, le 83, ben, c'est certainement la date, la période de développement de cette plaquette. Alors, ça m'a été remis comme ceci, dans un boîtier en bois, peint, et c'est recouvert d'une protection montée sur une penture de piano, juste ici dans le haut. Je l'ai retiré parce que ça allait vraiment nous agacer. Essentiellement, c'était pour protéger tout le circuit, sauf ici, la zone en bas à droite. Il y avait aussi cette plaque qui protégeait la partie alimentation CA, en tout cas la partie redressement. Justement, on voit ce qu'il y a à l'intérieur ici. Un transformateur, bien sûr, qui est alimenté par un cordon de secteur qui arrive ici sur le côté. Voilà. Et transformateur côté secondaire va sur un pont de redressement, bien sûr, un pont plein, et un condensateur de filtrage, tout simplement. Au niveau de la régulation, c'est ici sur la plaquette. Il y a vraisemblablement un 7805 régulateur 5 volts monté avec un petit dissipateur de chaleur. Alors ça, c'est la partie alimentation. On va la mettre sous tension graduellement parce que je n'ai aucune idée de l'état, entre autres du condensateur ici et du régulateur, puisqu'il a déjà été remplacé, c'est assez visible. Donc, ça voudrait peut-être dire que ça a chauffé. Alors, je vais y aller graduellement un petit peu plus tard. On va se concentrer maintenant sur la plaquette elle-même. Plaquette qui est franchement assez équipée. Bien sûr, il y a des choses qu'on remarque tout de suite, comme ce clavier ici. C'est un clavier qui est 0 à F, donc clairement, on parle ici de 0 à 9 et A à F, donc c'est pour l'hexadécimal. Alors, on va certainement pouvoir rentrer des valeurs ici, puisque c'est une plaquette de développement qui va probablement nous permettre d'entrer des instructions et ensuite de les exécuter pour apprendre le langage d'assemblée du Z80, fort probablement. Il y a des boutons ici aussi sur le côté. On a bien sûr plusieurs affichages numériques ici. À LED, j'en vois 6, plus une autre LED ici à côté. Alors, je vous ai parlé du régulateur aussi, du 5 volts, qui vraisemblablement va alimenter toute la plaquette.
puisque la tension produite par l'alimentation de secteur n'est pas régulée et c'est ici que le travail se fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi? On a un gros connecteur ici. Tous les signaux importants de notre micro-ordinateur vont se retrouver sur ce long connecteur. Et en plus, c'est identifié. Là, vous voyez juste d'un côté, mais il y a des identifications de l'autre côté aussi. Regardez. Tous les signaux sont identifiés. Et donc, ça va être intéressant puisqu'on pourra facilement venir sonder les différents signaux sans être obligé de trouver sur quelle broche de quelle puce on a notre signal en question. Alors, si on continue la découverte rapide, je vois une zone de développement ici, de prototypage dans le haut, disponible si on veut créer des circuits additionnels. Intéressant pour cela. Je vois aussi des emplacements pour des puces et on y voit naturellement à tout seigneur, tout honneur, le microprocesseur Z80, c'est le Z80A de la compagnie Sharp. C'est pas Zilog, mais c'est incompatible. Il n'y a pas de problème. Et il y a une autre puce ici qu'on appelle le Z80 PIO. On verra tantôt à quoi ça sert. Alors, c'est bien sûr le petit frère de celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a aussi rapidement? On voit de la mémoire. Il y a de la mémoire 2114. C'est de la mémoire RAM statique. J'en vois 4 puces. Et comme c'est de la mémoire RAM où chacune des puces a 4 bits, donc on peut s'attendre à 2 puces pour faire 8 bits. Et chaque puce a 1024 mémoires, donc de 4 bits. Donc 1024, 1K, 8 bits. Un autre 1024, 1K, 8 bits. On aura donc 2 kilooctets de mémoire sur cette plaquette. De la mémoire statique, parfait, il n'y a pas de mémoire dynamique. Pour ceux qui veulent savoir la différence, là, la mémoire statique, tant que vous maintenez l'alimentation sur la mémoire statique, la mémoire va garder son information. La mémoire dynamique, c'est plus complexe. Il faut faire des cycles de rafraîchissement constamment à tous les quelques millisecondes. Il faut rafraîchir le contenu de la mémoire, sinon c'est perdu. Et notez que le Z80 peut faire la gestion de la mémoire dynamique, mais ici, ce n'est pas nécessaire, c'est de la mémoire statique. Bon, il y a aussi d'autres puces. Ce sont toutes des puces TTL. Avant que j'y arrive, on m'a aussi remis cette série de puces qui, normalement, sont installées dans les positions ici qui sont libres. Alors, ça venait avec. Et qu'est-ce qu'on a? Bien, on a au centre ici un EEPROM dont la fenêtre d'effacement est cachée. C'est la mémoire morte. Et à mon avis, elle va venir se placer ici à côté de la mémoire vive. C'est mon impression. Alors, le programme à exécuter de façon permanente, le programme d'exécution, sera dans cette puce qui sera installée ici. On a aussi 2 autres puces, des 74 412, des 74 S412. Ce sont des latches, donc des verrous à 8 bits. Donc, s'il y a une valeur qui est écrite, on peut la maintenir avec cette puce, maintenir présente en permanence. Et là, je devine, comme il y en a 2 qui vont aller ici, et probablement que ces latches vont servir à maintenir des valeurs, par exemple, sur l'affichage, allumé en permanence, alors que le processeur va aller faire autre chose. Alors, c'est pour maintenir des données en place. Et il y a aussi d'autres petites puces TTL. Bon, dans les puces TTL, là, il y en a toute une série. Il y a des 74-74, des bascules JK. Il y a aussi des porte-houes, des 74-32. Bon, c'est des LS, là, la version. Il y a des 74-139, un démultiplexeur 3 à 8. 3 broches d'entrée, 8 broches de sortie. Il y a aussi un 74 LS 367 qui est essentiellement un tampon à 6 bits. Et il y a aussi un 74-221 qui est un multivibrateur monostable, essentiellement ce qu'on appelle un one-shot. Au lieu de lui donner une petite impulsion, il va maintenir une impulsion longue sur sa sortie. Bon, et il y a aussi 74 LS08 qui est une porte E. Donc 4 portes E. On va découvrir à quoi servent ces puces plus tard lorsqu'on va fouiller dans le circuit pour essayer de comprendre. Mais on a notre processeur, on a son petit frère ici qui s'appelle le PIO. D'accord? Ça sera la paire qu'on va étudier particulièrement aujourd'hui dans un schéma bloc.
On a ici un quartz. Alors, le quartz, lui, bien sûr, va fournir la cadence. Donc, c'est un quartz de 4 MHz. Et sans doute que le 4 MHz va se faire diviser par 2, par 4, je ne sais trop. Quoi qu'il en soit, la fréquence de base de fonctionnement du processeur, ce sera 4 MHz. Donc, ce n'est pas très vite, mais quand on fait de l'exécution du code assembleur pour des tâches communes, c'est quand même pas mal, 4 MHz. Alors, on verra plus tard, bien sûr, on va découvrir tout ça ensemble. Sinon, là, avec un paquet de résistances et un transistor et quelques condensateurs ici, résistance vraisemblablement dans le haut ici, vraisemblablement pour faire des pull-up, des résistances pull-up. Ça semble être des résistances de 1K. Ouais, ça semble être à peu près toutes des résistances de 1 kΩ. Il y a un petit interrupteur ici, c'est marqué Pro 83 et vidéo. Aucune idée. Vidéo, il n'y a pas de ce qu'il faut pour alimenter un signal vidéo sur un écran ici. Alors, à quoi ça sert ou ça servait, j'en ai aucune idée. Je vais le laisser du côté Pro 83. L'autre chose qu'on peut noter ici qui était écrite, c'est marqué CAS pour cassette et AUX pour auxiliaire. Alors, je crois, sans en être certain, qu'il y avait probablement possibilité de sauvegarder les programmes sur cassette et de les rappeler, bien sûr. Quant à AUX, avec une sortie auxiliaire quelconque, je n'en ai aucune idée, mais je doute fort, puisque ces positions ne sont pas occupées, je doute fort que cette caractéristique de fonctionnement là, cassette soit toujours existant sur cette plaquette. J'en doute fort. Alors, d'entrée de jeu, on va oublier le clavier affichage. Là, ça sera pour plus tard. Ce qu'on va faire d'entrée de jeu, c'est qu'on va tenter de comprendre la construction de l'architecture ici. On sait qu'on a un processeur Z80, on a une puce PIO, on a 2 kilooctets de mémoire RAM, on a un EEPROM, j'ai oublié de vous le mentionner, mais c'est un 2716, 2 kilooctets de mémoire programme. Donc, un 2716, c'est 16 kilobits, donc 2 kilooctets. Si on divise par 8, on arrive à 2 kilooctets de mémoire programme qui seront insérés ici. Maximum 2 kilooctets, bien sûr. C'est ce que la puce peut contenir. Peut-être que le programme qui exécutait l'ensemble ici est moins que 2 kilooctets. Ça sera à voir. Mais ça, c'est la construction de base. Allons fouiller un petit peu plus sur le Z80 et le PIO là, pour comprendre là, comment l'architecture pourrait être construite. Alors, selon Wikipédia, le processeur Zilog Z80 est un processeur 8 bits, donc son bus de données a 8 bits de large. Son bus d'adresse, lui, a 16 bits de large, ce qui permet d'adresser 65 536 adresses différentes, à 8 bits, bien sûr, de large. Le processeur Z80 a été commercialisé au milieu des années 70, donc mais plus vers les années 70, on a commencé vraiment à le connaître, et même au tournant des années 80. Vous connaissez sans doute le TRS-80 de Tandy Radio Shack. Ben, il utilisait le Z80. D'ailleurs, pourquoi on dit 80 ici? Et aussi les fameux ordinateurs Sinclair, le ZX80, ZX81 et ZX Spectrum. Ce sont des ordinateurs qui utilisaient le processeur Z80. Amstrad CPC, le PC88, et finalement très populaire dans les petits micro-ordinateurs pour la maison. Et il a partagé la popularité avec le fameux processeur MA6502 qui, lui, entre autres, était équipé sur les Commodore VIC-20. Alors, il a vraiment dominé le marché jusqu'au milieu des années 80. Tant que les ordinateurs 8 bits sont restés populaires, le Z80 était très populaire. Une petite caractéristique intéressante à se rappeler, c'est que le Z80, ben, il a été conçu pour être compatible avec le processeur Intel 8080. Alors, les instructions Intel 8080 pouvaient en grande majorité être roulées sur le Z80. Bon. Et il y a un système d'exploitation, le système d'exploitation CP/M, qui est l'ancêtre du DOS, qui a été créé pour fonctionner sur le 8080 et qui pouvait aussi fonctionner sur le Z80 avec pas trop de modifications. Alors, c'est un processeur qui était donc très populaire
Et vous croyez que le processeur Z80 est complètement périmé? Eh bien non, chez DigiKey, ils en vendent encore. Il y a toujours la même puce sous différentes versions de vitesse, mais encore disponible. Et en plus, ce processeur existe sous tellement d'autres formats, plus modernes bien sûr, montage en surface, beaucoup plus puissant, mémoire intégrée, ainsi de suite. Alors, c'est une plateforme qui est toujours active. On va maintenant regarder la fiche technique du Zilog Z80. C'est la fiche technique moderne qui date de 2016. Et elle va nous permettre de un peu plus saisir ce qu'est le microprocesseur. Alors en effet, il y a un bus d'adresse de 16 bits, nommé les bits A0 à A15, et un bus de données de 8 bits, nommé D0 à D7. C'est par ces deux bus que le processeur Z80 parle avec le monde extérieur. Quand on regarde à gauche, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de broches pour contrôler l'extérieur, donc activation de la mémoire, entre autres. Il y a toute une série de broches ici pour que l'extérieur contrôle le CPU lui-même, le processeur, et il y a quelques broches ici pour contrôler le bus en question. En plus, il y a l'horloge et l'alimentation 5 volts. Alors, vous constatez qu'il n'y a pas de broche GPIO, des broches d'entrée-sortie générale. C'est normal, c'est un microprocesseur, ce n'est pas ce microcontrôleur. Le processeur va se fier sur d'autres périphériques qui sont branchés sur le bus pour interfacer avec le monde extérieur. Et c'est ce qu'on voit ici, sur ce schéma bloc. On a notre processeur Z80, il y aura de la mémoire morte extérieure où se trouve le programme, et il y a aussi notre Z80 PIO qui, lui, va s'occuper d'ajouter des ports de sortie et des ports d'entrée, port A et port B. Alors, notre monde extérieur, les LED, peu importe ce qu'on veut faire, c'est par ici que ça va parler au processeur. Et donc, le processeur seul ne peut pas faire grand-chose. Il a besoin de, au minimum, une mémoire de programme, à travers, bien sûr, le bus de données, et un périphérique qu'on appelle le PIO, qui, lui, va gérer un paquet d'autres activités extérieures, lui aussi par communication à travers le bus. Et on aura bien sûr une ligne de reset, donc qui réinitialise le processeur lorsqu'on met l'ensemble sous tension. Alors vous noterez, il n'y a pas de mémoire RAM ici. Ça, c'est le minimum pour faire fonctionner le processeur et interfacer avec le monde extérieur. Il y a un peu de mémoire RAM, il y a à peu près 8 octets, c'est tout ce qu'il y a. Mais on peut en ajouter, bien sûr, à l'extérieur sur le bus de données. Et c'est ça que l'on montre ici. Entre autres, on a rajouté de la RAM directement sur le bus de données et on a bien sûr branché le bus d'adresse. Alors, on a notre mémoire ROM, le EEPROM, avec notre programme. Il va partager avec deux puces de RAM. Vous vous rappelez? 4 bits plus 4 bits, c'est ce qu'on a vu, là, la mémoire RAM statique. Alors, c'est comme ça ici qu'on nous montre une configuration typique. D0 à D3, 4 lignes de données ont une puce de RAM et D4 à D7, une autre puce de RAM. Et bien sûr, le ROM et la mémoire RAM ne parleront pas en même temps sur le bus. Et ça, c'est le processeur qui va gérer ça avec les lignes de contrôle. Donc, ce qu'on appelle les chip enable. Ces lignes de contrôle vont être activées ou désactivées au bon moment pour soit lire le programme, soit lire ou écrire dans la mémoire RAM. Et c'est ce qu'on montre ici. Le ROM se situerait entre l'adresse 0 sur le bus et l'adresse 03FF en hexadécimal. À partir de l'adresse 0400, ça sera la mémoire RAM qui va apparaître sur le bus jusqu'à 04FF, dans ce cas-ci, leur exemple. Nous, on va en avoir même un peu plus que cela. Donc, l'adresse va aller plus loin que 04FF pour la mémoire RAM. Alors, est-ce que c'est exactement cet adressage qui est reproduit sur notre plaquette? Bien, il va falloir le voir si effectivement l'adresse RAM commence bien à 0400 ou elle commence ailleurs. Et ce qui va déterminer à partir de quelle adresse la mémoire RAM va répondre, bien, c'est toute une série de portes logiques externes. On en a vu, il y a plusieurs puces TTL qui vont être branchées entre le processeur et la mémoire pour activer les bonnes puces, soit la RAM, soit la mémoire morte, ROM, en fonction d'une ligne d'adresse. Par exemple, A12, la ligne A12, lorsqu'elle sera à un niveau haut, ça pourrait être la RAM qui va être activée.
Et lorsqu'elle sera à un niveau bas, ce sera la mémoire morte. Et le bus, bien sûr, sera partagé sur toutes les puces. Alors, il y a de la logique externe qui est nécessaire pour faire ce décodage d'adresse et donc partage du bus finalement. Et tout ça, normalement, dans un microcontrôleur, c'est tout intégré. Mémoire morte, mémoire vive, décodage d'adresse, c'est tout intégré dans la puce. Avec un processeur, il faut faire ça à l'externe. Il est possible que je vous ai déjà perdu avec la notation hexadécimale, mais sachez que ce n'est pas si complexe. Il faut un petit peu de gymnastique mentale, mais ça simplifie beaucoup l'expression des mots binaires. Par exemple, on sait bien que 0, si on l'exprime sur 4 bits, bien, ça sera 0, 0, 0, 0. Et en hexadécimal, ça sera 0 aussi. Quand on regarde l'évolution des chiffres binaires ici, pour aller entre 0 et 15, 15 étant 1, 1, 1, 1, bien, on exprimera ces valeurs décimales, l'équivalent binaire, avec un chiffre hexadécimal. De sorte qu'un seul chiffre, peu importe lequel il est, représente 4 bits. Et donc, quand on verra une succession de chiffres hexadécimaux, on sait que chaque chiffre représente 4 bits. Et il faut malheureusement s'en rappeler ou faire la correspondance, c'est-à-dire le premier bit a un poids de 1, le deuxième bit a un poids de 2, le troisième bit a un poids de 4 et le quatrième a un poids de 8. Alors, on additionne ces 4 chiffres, ce qui nous donne la valeur. Donc ici, ce serait 1 plus 2, ça ferait 3. Et bien sûr, en F, ben, on a 1 plus 2 plus 4 plus 8, ce qui donne 15. Et ça, c'est le caractère F. Alors, 0 à F pour exprimer 4 bits qui, eux, expriment entre 0 et 15. Et on peut en avoir plusieurs de ces caractères qu'on va mettre l'un à côté de l'autre. Par exemple, 03 FF, ben, on décomposera 03 FF en étant 0, 3, F et F. Alors, on aura nos 16 bits qui sont exprimés avec 03 FF dans cet exemple. Bon, alors, on ne se fera pas languir plus longtemps. On va mettre la plaquette sous tension. Je vais y aller graduellement. Je vais m'accrocher une masse ici. Je me suis mis une broche ici là, de masse qui va me permettre d'accrocher la sonde d'oscilloscope et ainsi de suite. Là, soudée directement sur la piste de mise à la masse. Là. Alors, je vais monter graduellement la tension de secteur. J'ai vu que le condensateur était en bonne condition. Il n'avait pas coulé, il n'est pas gonflé ni rien. Donc, je suis confiant d'appliquer la tension sur le montage. Mais par contre, j'ai mis l'autotransformateur et je vais y aller avec 2/3 de la tension nominale du secteur. Je n'ai pas 100% confiance que le régulateur 5 volts ici est en bonne condition. Et s'il est défectueux et qu'il envoie une haute tension du genre 8 volts, ce qui est écrit sur la plaquette ici, il va tout griller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller assez graduellement, mais pas trop. Ce n'est pas champion d'alimenter une plaquette à long terme avec une tension plus basse que 5 volts, avec les puces qui sont ici. Mais quand même, je vais y aller, disons, assez rapidement, mais je vais vérifier en montant que la régulation de 5 volts fonctionne. Alors, je me lance, je m'applique sur la sortie du régulateur, la sortie 5 volts, ma masse est mise, et j'allume à l'instant 80 volts sur les 120 volts nominaux du secteur, et on a 1,6 volts. Alors, je vais monter assez rapidement, mais je vais m'assurer de ne pas dépasser 5 volts. Alors là, je suis sur la sortie 5 volts. Alors voilà, on a atteint le 5. Je continue à monter le secteur, je le monte, je suis rendu à 110, et on a bel et bien une bonne régulation à 5,061 volts. Je suis rendu à 120 volts, la tension nominale du secteur, et tout est correct à 5,060. Donc, le régulateur, il est correct. Tout semble correct. Bon, il n'y a pas de chaleur excessive. Évidemment, là, ça fait pas assez longtemps que le circuit est alimenté, mais je commence à sentir une légère chaleur ici sur le processeur. Les autres puces, pas vraiment. Oh oui, un petit peu. La mémoire RAM, un petit peu, oui, tiède aussi. Les autres puces TTL, non. Le PIO, non plus. Alors, processeur et les mémoires, oui, on sent une légère chaleur. Bon, alors ça, c'est la première étape. On a réglé l'alimentation. Il reste peut-être juste une chose à faire sur l'alimentation.
Et c'est de vérifier sur le 5 volts le résiduel en courant alternatif. Si jamais il y a trop d'ondulation, on va le voir. Alors là, on est pleinement chargé avec le circuit et on voit 0,3 volts CA. Donc ça ne me semble pas excessif pour une alimentation logique. Naturellement, c'est RMS, mais on mettra l'oscilloscope plus tard dessus, on verra. Mais ça me semble correct compte tenu qu'il n'y a pas énormément de filtrage. Il y a un petit condensateur juste ici, au tantale, sur la sortie. Alors, ce condensateur peut-être aurait avantage à être gonflé. C'est du genre peut-être 10 microfarad, ce condensateur. Donc, ça me semble correct, sans être super champion. Ça ne devrait pas empêcher le circuit de bien fonctionner, en tout cas, certainement pas pour le départ. On va l'essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et si c'est problématique, bon, on verra peut-être à améliorer le filtrage ici. Bon, ben maintenant, sachant que l'alimentation est là, on a quelques petites choses qu'on veut vérifier sur le processeur. On veut vérifier qu'il y a une horloge de présente et donc le circuit oscillateur fonctionne bien. Et on veut vérifier que la broche reset, donc réinitialisation du processeur, est bien à un niveau haut, puisque c'est une broche qui reset niveau bas, actif. Donc, normalement, lorsque le processeur fonctionne, il faut que la broche soit à un niveau haut. Sinon, le processeur serait maintenu en reset, en réinitialisation. Donc, je vais d'abord vérifier l'horloge. Je sais ici qu'il y a une broche qui s'appelle Clock CLK, la deuxième. C'est donc l'horloge qui va au processeur, qui est ramenée ici sur le connecteur aussi. Alors, si je vérifie cela, je vois bel et bien une horloge. Elle est de 2 MHz, c'est écrit en bas, en vert, fréquence 2 MHz. En amplitude, on a environ 4 volts crête-crête, et ça inclut la petite pointe dans le bas. C'est un peu bas, mais il faudra voir c'est quoi la spécification du processeur Z80. Est-ce que pour lui, 4 volts d'amplitude sur sa broche d'entrée, c'est suffisant ou pas? Ça sera à voir. Mais effectivement, c'est peut-être un peu bas. On aurait bien sûr préféré que ça soit tout près de 5 volts, sinon 5 volts d'amplitude. Alors voilà, l'horloge y est, c'est bon signe, ça veut dire que notre oscillateur ici fonctionne. L'autre chose que je vais vérifier, c'est la broche Reset, comme je vous l'ai mentionné. Et là, je crois que c'est cette broche-ci. Et elle est à un niveau haut, solide. Je vais éteindre le montage et le rallumer. Et évidemment, cette broche devrait tomber à 0. Et quand on va allumer le montage, elle devrait monter à 1 et rester au niveau logique 1, niveau haut. C'est bon. OK. Et il y a un autre essai que je voulais faire, c'est en observant ici, j'ai vu qu'il y a un bouton qui s'appelle REI, probablement pour réinitialisation. Donc, reset. Reset du processeur. Alors, je ne suis pas certain, mais je vais l'essayer. Oui, en effet, lorsqu'on appuie, ça réinitialise le processeur. Quand on relâche, ça redémarre. Donc, le circuit qui fait la réinitialisation du processeur, il est fonctionnel, tout est bon. Notre processeur roule. C'est sans surprise puisqu'il est tiède. Et aussi, si on sonde différentes broches, on va constater qu'il y a de l'activité sur le bus. Maintenant, il n'y a pas de mémoire programme. Donc, le processeur roule dans le vide. Il fait à peu près n'importe quoi, je ne sais trop. Ça, c'est l'horloge. Le processeur fait je ne sais pas trop, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en dormance, il faut croire. Je regarde beaucoup de lignes ici qui ne bougent pas du tout. Ah, ici, il y a de l'activité. Donc, il n'est pas mort. Ça, c'est clair. Donc, on a rencontré notre premier essai. Je vais m'arrêter ici, cette fois-ci, puisque la vidéo est suffisamment longue déjà. Mais j'aurai une petite façon très facile de vérifier qu'il exécute des instructions là, sans même faire du codage. Donc, ça sera pour la prochaine vidéo. Vérification un peu plus avancée. Et certainement, on essaiera de faire un premier programme. Et le programme sera écrit en langage assembleur. Et oui, le Z80 a de bonnes instructions machines très bien pensées. On va découvrir cela ensemble dans les prochaines vidéos. Et je ne vous dis pas que je n'essaierai pas de programmer la plateforme dans un langage évolué d'ici la fin de la série, peut-être en langage C. On verra bien. Un oubli de ma part en introduction, je ne vous ai pas dit, mais la plateforme Pro 83 a été développée par la compagnie ProTech Microsystems. C'est une compagnie québécoise fondée en 1982, il y a donc 40 ans. La plateforme Pro 83 a donc été un des premiers produits qu'elle a vendus. Et la compagnie existe apparemment toujours. Donc, elle se présente comme un manufacturier d'équipements périphériques pour ordinateurs. Alors voilà, la série est donc bien lancée. Espérons que vous la trouverez intéressante.
et que vous apprendrez peut-être quelque chose. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus sous la vidéo. Merci et à la prochaine!